toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié mon nouveau jingle de la dernière fois, oui non parce que vous savez que je tourne mes vidéos en décalage, donc aujourd'hui nous allons faire international, et avant je voulais remercier, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de YouTube chaque fois, mais c'est vrai que c'est parce que moi ça fait longtemps que je suis sur YouTube en fait, donc c'est une habitude, pour moi je poste sur YouTube, vous voyez ce que je veux dire, et après c'est vrai que j'ai posté sur Odyssée et ensuite sur Crowdbunker. Donc c'est vrai que j'ai tendance à oublier tous mes abonnés et tous ceux qui me regardent sur ces plateformes. Et donc aujourd'hui je voulais les remercier spécialement. Du coup, bon, je fais à peu près une dizaine de vues sur Odyssée. Et à peu près 25 vues, des fois ça dépasse 50, 70 vues. Bon là exceptionnellement 3700 vues. Ah ouais, celui-là, je me fais tatouer le nombre. 3700. Ah oui, on va me dire, c'est pas les 4400. Ouais, non, je suis à fond dans les séries, donc c'est pas 4400, c'est 3700. Et donc je voulais vous remercier de me supporter. Et je voulais aussi avoir une pensée particulière pour Philippe. Alors Philippe, c'est une personne qui me suit depuis, je crois, ma deuxième chaîne. Ouais, non, parce que celle-là, c'est la quatrième. Et donc, il m'a retrouvé il y a pas longtemps sur, donc du coup, l'avant-dernière, puisque celle-là, c'est la dernière. Et d'après ce que j'ai compris, ça va pas trop bien. Donc, pour toi, Philippe, ma prochaine vidéo, c'est science. Voilà, parce que je sais que tu aimes particulièrement que je fasse science. Alors, pour ceux qui me regardent pas, enfin, pour ceux qui viendraient pour la première fois, science, je pars complètement brioche, hein, voilà, que ça soit clair. Si vous la regardez, vous êtes prévenus. Je ferai une vidéo spéciale pour toi, Philippe, spéciale science, en espérant qu'elle te remontera le moral, parce que c'est vrai que quand on n'a pas le moral, c'est compliqué. Alors si je fais des bruits chelous avec ma bouche, c'est parce que j'ai un bonbon, parce que j'avais trop envie de manger un bonbon à la réglisse, donc je vous préviens. J'espère que vous avez tous regardé ma vidéo sur Marseille, parce que putain, je me suis cassé le cul pour le faire. Non, parce que j'explique à ceux qui me regarderaient pour la première fois ou quoi, je suis autodidacte. C'est-à-dire, c'est moi qui fais les montages, c'est moi qui fais les bonnes sons, c'est moi qui fais tout. C'est de l'impro, donc ça sort direct, cerveau, hop, bouche, vous voyez. C'est beaucoup, pour ceux qui sont là, qui se moquent ou qui disent ouais, bof, machin et tout. C'est énormément de travail que de monter une vidéo. Donc j'espère que vous avez pu remarquer dans cette vidéo la propreté, le plaisir des yeux de se promener dans les rues de la Belle de Mai. Alors c'est pas la Belle de Mai même, parce que la Belle de Mai du coup c'est à, je sais pas, peut-être c'est 4 mètres de chez moi quoi. Mais bon, je fais encore partie du 3e, et donc je fais pas partie du 14e, parce qu'en fait là où il y a la sécu, où je vous montre la sécu, en fait là ça fait partie du 14e. Et donc c'est à partir de là que commence, d'ailleurs je ferai dès le mois d'octobre, je commencerai à faire ce que je vous avais dit là, les dashcams, pour vous montrer les cités du coup de Marseille, puisqu'on en parle toujours, mais c'est vrai que bon, pour ceux qui ne sont pas d'ici, et il y en a beaucoup, vous savez pas à peu près la tête qu'elles ont. Vous voyez les cités, donc je vous montrerai un peu dans quoi on vit, le contexte quoi. Donc c'est vrai que j'ai galéré pour la faire, parce que franchement c'était du boulot, donc j'espère que vous la regarderez. Donc aujourd'hui international. Et donc merci à tous ceux qui me regardent, que ce soit sur YouTube, Odyssée, au Crowdbunker. C'est international, mais ça peut être en France. Vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas des Français à la base. Donc le Parisien.fr, d'ex-employés du Ritz, non on dit des ex-employés du Ritz, oh putain c'est dur à dire, parmi les accusatrices de Mohamed Al-Fayed concernant des violences sexuelles. Magnifique, 37 femmes, oh la vache. Ah, décédées en 2023. Leur abbé Pierre ont annoncé comme quoi, hein, il y en a beaucoup, hein, sur la terre, ont annoncé ce vendredi leurs avocats qui vont intenter une action au civil à la fois contre le palace parisien et le célèbre grand magasin londonien Harrods. Ah oui, c'est des employés, putain, je suis complètement zappée. Pour ça, je lui dis, mais quel est le rapport? L'heure de la justice est arrivée, ok. Oh, ça chauffe en ce moment. Sauf en France, hein, vous avez remarqué, sauf les Français. Les Français, oh là là, ils sont nickel chrome. Enfin, quand je dis les Français, je parle de l'élite, hein. Mais les Français, le peuple, il aime bien les déviants. Hein, il aimait bien Claude François, il aimait bien Johnny Hallyday, il aimait bien Depardieu, tu vois, Jean-Luc Lahaye. Je suis sûr qu'il y en a plein, tu vois, encore d'autres. Un schéma répétitif. Ils disent pas ce qu'il fait, hein. Sous le strass et le glamour du célèbre magasin existait un environnement toxique, dangereux et violent. Selon elle, les agissements d'Al-Fayed étaient
constant et répété. Pourquoi il était tout le temps là-bas? Il y a eu un quart de siècle de violence sexuelle à Rhodes. Ouais. Mais c'est-à-dire, intelligent et très manipulateur, bah oui, c'est normal, il avait des sous. Ah, c'est un milliardaire. Ou c'est comme si tu dis un politique, c'est pareil. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était un monstre même si nous n'en avions pas conscience à l'époque. C'est-à-dire, on va pas savoir, hein. Ils disent pas ce qu'il a fait, vous voyez. Non, c'est bien, putain, il y a des trucs qui vont tomber, il y a des... Oui, bon, là, il est mort, hein, donc on s'en fout. Mais bon, c'est chaud quand même. Les Maldives, au bord de la faillite. Il y a tout le monde qui tombe en faillite, sauf les riches, hein, sauf les milliardaires. Ah oui, ils tombent pas en faillite. Ah ouais, non, eux, ils tombent pas en faillite. Alors, et après, tu te demandes où il est le pouvoir. Après, tu crois que, franchement, les gouvernements, ils ont le pouvoir? Ils pèsent rien. Ton Attal, ton Barnier, ton Rotaillot, ils pèsent rien dans la balance, tu vois, contre Bill Gates, contre des mecs que sûrement on connaît même pas. BFMTV.com. Les Maldives sont à court de liquidités. Oh bah écoute, viens voir l'Europe. Elle te fera voir comment on fait de la planche à billets. Le pays se dirige vers une crise économique majeure. Selon le FMI, mais le gouvernement estime ne pas avoir besoin d'un plan de sauvetage. Ah bah oui, non, parce que là, ils sont dans la merde. Hein. Les finances des Maldives sont dans le rouge et pourtant les autorités de la destination ultra touristique se montrent confiantes. Elles disent ne pas avoir besoin d'un plan de sauvetage de Fonds monétaire international. Ah bah oui, non, c'est sûr. Du temporaire qui dure un peu trop pour le FMI. Ah bah oui, parce que c'est pas normal. Comment? Attends, tu es dans le rouge et tu veux pas qu'on t'aide? Mais non, on va t'obliger. Ah oui, non, mais c'est ça. Au premier trimestre de cette année, la dette extérieure s'est levée à 3,37 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 45% du PIB. Nous, on en est où? 6%? Là, déjà, c'est compliqué. Eux, 45, mais eux, à mon avis, ça doit être des vrais chiffres, tu vois. C'est pas comme nous. Tu as vu que les chiffres, ils sont trafiqués. L'archipel de l'océan Indien est surtout connu pour ses stations balnéaires haut de gamme. Eh ouais. Et c'est pour ça que tu te demandes où ils passent les sous. Selon le gouvernement, les réformes fiscales et la révision de la gestion des entreprises publiques devraient améliorer le problème de liquidité. Ah bah oui. Non mais c'est sûr que si tous les riches ils viennent se construire des hôtels et qu'ils payent pas des impôts dessus, ah oui c'est sûr que bon. Le mois dernier, le montant des soukouk, c'est la monnaie, émis par le gouvernement s'est effondré en raison des craintes d'un défaut de paiement. Les soukouk, ce sont ces titres, des titres financiers islamiques. D'accord. Similaire à une obligation et qui respecte les principes de la charia, appliqués aux Maldives. Ah bon? Ah, je suis choquée. Ah ouais, non, je suis choquée. Ah, je savais pas. C'est islamique, les Maldives. Ah, je suis choquée. Ah ouais, non, je suis choquée. Ah ouais, non, je pensais vraiment pas que les Maldives, c'était, ok. Le défaut de paiement créerait un précédent et on ne sait pas comment ce marché pourrait réagir. Il pesait 860 milliards de dollars en début d'année avec de fortes prévisions de croissance. Les analystes se demandent aujourd'hui si c'est même... C'est pour ça que c'est intéressant parce que du coup, je m'instruis en même temps, tu vois. Aujourd'hui, si ces mêmes pays pourraient intervenir pour aider la nation insulaire. Ils doivent des remboursements colossaux. 25 millions de dollars par mois? Oh, ça fait beaucoup. Non, je sais pas. Oui, c'est ça. Non, je sais pas, il dit, le prochain paiement dû en octobre, et qui s'élève à environ 25 millions de dollars, sera bien honoré, c'est tous les mois. Ah oui, c'est beaucoup, hein. Se tourne de plus en plus vers la Chine. Ah, bah écoute, la Chine est aujourd'hui le principal créancier des Maldives, devant l'Inde, et représente environ 20% de la dette extérieure. Ah putain, j'ai appris plein de choses. Hein, vous avez pas appris plein de choses, là? Oh la loup, ça chauffe, hein. Donc, on va passer sur du Moyen-Orient, moyen, court, Afrique, vous voyez, fait par là. Voilà, vous vous situez, à peu près, bassin méditerranéen, voilà. Le monde. Au Burkina Faso, la junte du capitaine Traoré s'en prend aux familles de ses opposants. 2 enfants de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, accusés de vouloir déstabiliser le régime et qui vit en exil en France, ont été enlevés. Jamais nous n'aurions pensé que le régime puisse aller jusque-là. À l'autre bout du fil, la voix tremblante, c'est chaud. La voix tremblante, un proche du général Djibril Bassolé, ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, se dit horrifié par les enlèvements successifs de ses 2 enfants et de son aide de camp entre le mercredi 11 et... Ouagadougou. J'adore dire ce mot. Alors, Yasmine Bassolé. La fille a été enlevée. Clinique de la capitale. Ah ben encore ça va, elle va pas se faire soigner en France. Tu as vu, c'est bien. Déjà c'est pas mal. La fille, tu sais. Ah ouais non, je suis la raciste. Ah bah ouais, attends, eh oh. Je paye, hein. Par des hommes disant être des gendarmes. Ah bah s'ils ont des gendarmes aussi, d'accord. Dans un enregistrement audio, la jeune femme relatait comment un de ses frères
Gani Bassolé, arrêté par des hommes de la junte du capitaine Ibrahim Traoré, avait été forcé à les conduire jusque chez elle pour y procéder à une perquisition, sans mandat et en refusant de décliner leur identité. Eh ben alors comment tu sais que c'était vous en fait? Au Burkina Faso, le chef de la junte veut aussi avoir la main sur la fédération de football. Tout l'hôpital a été quadrillé. Entre-temps, mon frère Aziz a également été enlevé. On ne sait pas où ils l'ont amené. Et ouais, s'il a été enlevé, c'est le projet. Tu vois, c'est de pas savoir où il va. Ça l'armait-elle juste avant son propre rapt. Quelques jours plus tôt, le 11 septembre. Oula. Ah ouais, non, mais j'aime bien le dire. Ah, il y a que lui qui s'est barré. D'accord, ok, il a laissé ses gosses là-bas. D'accord, ok, j'avais pas compris. Ah, d'accord. Ah oui, avec sa femme aussi. D'accord, ils se sont barrés. Ok. Les paramilitaires russes de la brigade Bir quittent le Burkina Faso. Alors, Traoré, dont le régime est sécurisé par des paramilitaires russes. Les Bir. Les militaires ont peur. Ah, alors là, c'est compliqué. Ouais, non, alors là, j'avoue que ça devient compliqué. Si un militaire, il a peur, c'est compliqué, hein. Enlèvement ou disparition du militant Mohamed Sinon et Dada Diallo, la femme d'Ahmed Aziz Diallo, maire de Dori. Et après, vous vous demandez pourquoi ils veulent venir ici. Non, ça va. Non, parce que quand il y en a qui disent, ouais, franchement, genre, ils viennent ici pour se faire couler douce, genre, dans leur pays, ça va, mais non, dans leur pays, ça va pas, hein. Près de 400 Burkinabés ont été abattus par des djihadistes. Non, ça va, hein. Moi, je trouve que ça va, le chiffre, il est correct, hein. C'est pas une raison pour venir, pour essayer de fuir le pays, hein, franchement. Ils se reproduisent, ils aiment beaucoup, hein, ces gens. Je voulais revenir sur les beepers, parce que du coup, j'ai un article et j'ai halluciné. Reuters, oui, on est allé à la source, hein, tant qu'à faire. Bon, de toute façon, il n'y a plus que deux sources, maintenant, c'est ou l'AFP ou Reuters. Israël a placé des explosifs dans 5000 beepers utilisés par le Hezbollah. Donc, c'est pas 2000, 3000. Ok, on est bon. Non, parce que moi, j'avais entendu parler de 2000, 3000, je sais pas, qui avaient explosé. Donc, il en reste encore 2000 dans la nature, c'est ça? Alors, le Mossad a placé plusieurs mois avant de petites quantités d'explosifs dans 5000 beepers pour lesquels le Hezbollah avait passé commande, a déclaré à Reuters une source de sécurité libanaise et une autre source. 9 personnes sont mortes et 2750, donc vous voyez, il en reste 2000, dans la nature encore. Lorsque les beepers qu'ils utilisent pour communiquer ont explosé mardi à travers le Liban. Ah, donc ils ont délimité la zone quand même. Ils ont réussi à délimiter la zone. Parce que sinon ils auraient tous fait exploser, on est ok. Il y aurait eu 5000 beepers qui auraient explosé. Le projet était élaboré depuis plusieurs mois. Le Hezbollah avait commandé 5000 beepers fabriqués par l'entreprise Gold Apollo basée à Taïwan. Tu te méfies pas un peu, parce que Taïwan sont quand même à fond américains, et les Américains ils sont à fond israéliens, tu vois, donc bon. Gold Apollo a de son côté dit ne pas avoir produit les appareils qui l'auraient été par une entreprise européenne autorisée à utiliser sa marque. À qui profite le crime? Ah ouais, non mais... Et les Européens ne sont pas à fond avec les Israéliens surtout. Ces produits n'étaient pas les nôtres, seule notre marque était inscrite sur ces appareils, a déclaré mercredi le fondateur de Gold Apollo, sans indiquer quelle entreprise avait produit les beepers. Mais une entreprise européenne. Le Mossad a placé une carte contenant un matériau explosif, recevant un code à l'intérieur de cet appareil. Ah, donc, sûrement encore 2000 en instance là, tu vois. Il est très difficile de détecter ce système par quelque moyen que ce soit. 3000 de ces beepers ont explosé lorsqu'un message codé leur a été envoyé, ce qui a activé simultanément les explosifs, a ajouté la source. Jusqu'à 3 grammes d'explosifs étaient dissimulés dans les nouveaux beepers et qu'ils n'avaient pas été détectés par le Hezbollah pendant des mois. Ok. La Somalie accuse l'Éthiopie d'une livraison non autorisée d'armes sur son sol. Le gouvernement somalien accuse l'Éthiopie d'avoir envoyé une livraison non autorisée d'armes et de munitions dans l'état régional semi-autonome somalien du Puntland, dans un contexte de vive tension entre les deux pays de la Corne, pardon. Je croyais que c'était C-O-M. J'ai les lunettes, parce qu'il y a Godzilla, moi j'ai mes lunettes. Eh ouais. Donc mes lunettes où j'y voyais trop bien, qu'elles se teintaient au soleil et tout, ben elle me les a bouffées. Voilà. Donc c'est la corne de l'Afrique, pardon. Les relations historiquement houleuses entre les deux voisins, oui mais c'est parce qu'ils ont fait des frontières chérie, se sont dégradées avec l'annonce le 1er janvier de la signature d'un protocole d'accord entre Addis Abeba et la région séparatiste somalienne du Somaliland, dénoncé par Mogadiscio comme une agression et une violation de sa souveraineté. Voilà. Alors, ce texte prévoit la location pour 50 ans à l'Éthiopie, immense pays enclavé de 20 km de côte du Somaliland,
région somalienne qui a unilatéralement proclamé son indépendance en 91. Waouh, ils se sont pas fait chier pour le nom, hein, franchement, hein. Le ministère somalien des Affaires étrangères affirme que des preuves documentées confirment l'arrivée de 2 camions transportant des armes en provenance d'Éthiopie dans la région de Puntland, sans aucun engagement diplomatique ni autorisation. Ah oui, tout ça parce qu'il y a 3 habitants de Garowe, la capitale du Puntland, ont déclaré à l'AFP avoir vu un convoi arriver. Ah ouais, non mais c'est sûr. Téléphone arabe. Challenge. Pourquoi la Chine est prête à entrer en guerre commerciale avec le reste du monde? Faute de demande sur le marché intérieur, les multinationales chinoises, largement soutenues par Pékin, bah oui, logique, déversent leurs produits sur le reste de la planète, que j'achète avec plaisir. Ah ouais, non. Moi, j'ai tout de chinois. J'achète tout sur Amazon. Vous voyez, ma maison est remplie plein de trucs, mais ça sert. Tout ce que j'ai, ça sert. Franchement, c'est trop bien. À l'horizon, une guerre commerciale généralisée majeure. La dernière fois, quand j'avais mon problème de batterie sur mon scooter, que j'avais perdu la cosse qui rentre dans, enfin pas la cosse, l'écrou qui rentre dans le boulon, là, à l'intérieur de la batterie, là, des trucs, des cosses de la batterie. Du coup, j'ai commandé sur Amazon, je l'ai eu le lendemain. Voilà, et c'était sur mes chinois. Ah ouais, non. Alors, promise depuis des années au destin de première puissance économique mondiale, la Chine traverse une mauvaise passe. Le rythme annuel de la croissance de son PIB est officiellement passé sous les 5%. Oh putain, alors nous, on est passé sous les 0%. Alors, tu sais, c'est compliqué, hein. Une statistique sans doute fausse. Ah ben, nous aussi. Ah ouais, je crois, hein. Voilà. On passe à autre chose. Voilà. Donc, la Chine, prête à entrer en guerre commerciale avec le reste du monde. Ah ouais, non, mais parce qu'ils vont pas se laisser mourir, moi je t'explique. Les Échos, le commerce mondial perd de son dynamisme. Les échanges commerciaux des pays membres du G20 ont stagné au 2e trimestre. Le signe de ralentissement de la mondialisation et d'un monde plus fragmenté. Ah bah oui, hein, ça vous fait chier. Alors là, il y a carrément 2 lignes, tu vois. Non, parce que le monde, il y a quand même, tu vois, le premier paragraphe. Là, il y a 2 lignes. Non, non, mais les exportations de marchandises des pays du G20 ont stagné au cours du 2e trimestre. C'est ce que révèlent les données publiées vendredi par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Au trimestre précédent, elles avaient progressé de 1,7%. Profitez de 2 mois pour 2 € et accédez à l'essentiel de l'actualité. France Info, beaucoup de colère, un sentiment d'abandon. J'avais plus de batterie. En Turquie, des centaines d'enfants sans école à la rentrée à cause d'une crise diplomatique avec la France. Des écoles françaises en Turquie. Oui, ça c'est la suite, hein. Vous savez, sur toutes mes vidéos, chaque fois je tombe dessus, je sais pas pourquoi. 2 écoles françaises en Turquie ont dû annoncer à des centaines de parents que leurs enfants ne feraient pas leur entrée cette année. Une situation intenable pour ces familles. Aucun retour de la part de l'école et les négociations échouent. À 3 semaines de la rentrée, les parents d'élèves turcs et franco-turcs nouvellement inscrits reçoivent un mail de l'école et de l'ambassade les informant que leurs enfants ne seront pas acceptés. Autant dire que c'est la panique pour Coralie, mère d'une petite fille. Ma fille ayant la double nationalité, je me suis retrouvée à la dernière minute sans école et sans alternative. Non, c'est surtout que tu vas être obligé d'envoyer Coralie, sûrement une école coranique. Là-bas en Turquie, oui, je pense que c'est surtout ça qui te fait flipper, je pense. Car la seule alternative réelle serait l'école publique turque, ce dont ne veulent pas de nombreuses familles. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Les écoles privées ou sous contrat AEFE coûtent plusieurs milliers d'euros. Ce que je viens de dire. Eh ben écoutez, c'est magnifique. Et on va finir parce que celle-là, je ne connaissais pas. Et je vous montrerai. Non mais voyez, alors je ferai quand j'aurai le temps, parce que du coup après je vais me retrouver au chômage, une vidéo, parce que j'ai trouvé une chaîne où ils montrent en fait tous les, vous savez, les vestiges, les structures géantes, vous savez, coupées dans la pierre et tout. Et en fait, ils nous montrent à nous que l'Égypte, vous savez, les pyramides, là, le Machu Picchu. Oui d'ailleurs, alors, comme ils ont expliqué les pyramides, comme ils ont peut-être expliqué les pyramides Maya, machin, comme j'attends toujours les explications comme ils ont fait pour monter les blocs au Machu Picchu. Et donc, ils montraient qu'il y a énormément, dans le Caucase, en Turquie, je crois. Oui, en Turquie, puisqu'ils ont trouvé le truc, là. Et au Japon. Au Japon, vous voyez les structures qu'il y a, mais pas sous l'eau, hein. Il faut que je regarde les droits. Si je peux, je ferai, ou alors avec des photos. Du coup, bon voilà. Je ferai un truc spécial, ça, parce que franchement, celui qui va me dire que les mecs, ils ont fait ça avec des boules de pierre,
Franchement, le mec, il est fort, hein. Non, je t'explique, le mec, il est fort. Rasée il y a 30 ans, cette ville surpeuplée était la plus sombre du monde. Voici son histoire. Aux abords de Hong Kong, Chine, reposent les ruines d'une citadelle tristement mythique. Il ne reste plus grand-chose du bloc urbain de Kowloon, jadis le plus densément peuplé, le plus sombre, peut-être le plus dangereux au monde. Coup de projecteur sur l'histoire de ce labyrinthe vertical disparu. Voilà, on va terminer là-dessus. Il faut imaginer un épais bloc d'appartements empilés, une enclave dans une enclave, une prison urbaine privée de lumière du soleil. Dans le film City of the Darkness prend place dans les années 80 aux abords de Hong Kong, Chine. La guerre des gangs fait alors rage à Kowloon Wallet City, une ville de tôle et de béton qui a toute sa place sur grand écran, mais qui a surtout bel et bien existé. En 80, la superficie de la citadelle de Kowloon équivaut à celle de 4 terrains de football, une densité de population 100 fois supérieure à celle de New York. Ah ouais, non mais c'est sûr, soit une moyenne de 1 255 000 habitants par kilomètre carré. Construite à la verticale, ah ben oui, on se doute, hein. Avec 350 bâtiments enfermant 8800 appartements, ces rues sont des couloirs et des escaliers. Pour les cartographes, c'est un cauchemar. Mais imagine le mec qui a construit, qui a eu l'idée de faire ce truc, tu vois déjà. Les immeubles sont si hauts et si proches les uns des autres que la lumière du soleil peine à atteindre le sol. Eh ben vous savez que les immeubles, j'avais raconté dans une vidéo que j'avais vue sur Arte, les immeubles, il y a certains immeubles de New York, je sais pas quoi, ils sont, vous savez, à plusieurs. Eh ben en fait, c'était pour voir le soleil, au point que certains surnomment Kowloon la ville la plus sombre du monde. Dans ce dédale s'enchevêtrent jeux d'argent, cabinets illégaux, restaurants, entreprises illicites et familles miséreuses. Comment cette zone de non-droit a-t-elle pu percer, se couper du joug des forces de l'ordre et épaissir sans jamais s'étendre en surface? Une ancienne base militaire. Après sa défaite en 1898, la Chine cède Hong Kong aux Britanniques. Elle s'y réserve stratégiquement un petit fort entouré de murailles, la base militaire de Kowloon Wallet City. Mais bien sûr, les Britanniques refusent qu'il en soit ici. Au Kowloon Wallet City devient alors l'abri des paysans et des réfugiés qui, malgré les nombreuses tentatives d'expulsion par la couronne anglaise, persistent. Ah ouais, c'est gaulois réfractaires aussi. Alors, le Japon s'empare du fort lors de la Seconde Guerre mondiale, démantèle ses murailles pour construire un aéroport et laisse finalement l'enclave en ruine. C'est en 1947, alors que la Chine est déchirée par la guerre civile. Ah ouais? Ah non, j'apprends plein de trucs, hein. Et l'Angleterre affaiblie par le récent conflit mondial que des milliers de réfugiés affluent autour des ruines du fort. En un an, la population de Kowloon Wallet City atteint les 2000 habitants. Incapables d'intervenir efficacement, les autorités britanniques démissionnent et laissent l'ancien fort à l'anarchie, laissant prospérer activités illégales et constructions alambiquées plusieurs décennies durant. Puis en 1993, ultime coup de théâtre, après avoir évacué les résidents, les Britanniques reprennent la main sur la citadelle en lançant sa démolition. Ah bah oui, c'est sûr. L'herbe a aujourd'hui repoussé sur les ruines. La Chine, qui s'est vue rétrocéder le territoire en 97, ouais putain, je me rappelle de ça, y a érigé un parc, jardin zen, aux antipodes de la défunte ville. Ah, mais ils ont pas mis la photo. Bon, je chercherai sur Google. Hein, je vous mettrai la photo de Google. Ah, ben maintenant, voilà, le parc de la... Ah ben c'est bon, sur Wikipédia, j'ai tout trouvé. Donc, je vais vous montrer les belles photos. Non, c'est joli maintenant. Ça se modifie, ça se modifie. Ça change, ça évolue. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ben voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire sympathique, et de vous y abonner. Mais si vous y abonnez pour pas les regarder, mes vidéos, ça sert à rien. Vous abonnez pas. Je préfère mieux que vous les regardiez comme ça. Mais écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.